Lors de la fête d'entreprise de mon mari, il a dit avec un sourire narquois, « Ne me fais pas honte ». Je me suis discrètement écarté. Puis, le président de l'entreprise m'a vu. Il m'a pris la main et a dit, « J'ai passé 20 ans à vous chercher. Je m'appelle Lisa Walker. J'ai 43 ans et, pendant 18 ans, j'ai été la femme de Richard Walker d'abord, et moi-même loin derrière. » Ce soir-là, le groupe Whitmore organisait son gala du 25e anniversaire au Marriott du centre-ville. Tout n'était que lustre en cristal, nappe blanche et un quatuor à cordes jouant un air qui semblait hors de prix. Richard avait passé 1 heure devant le miroir à ajuster sa cravate, me dictant quelle version de moi-même serait acceptable pour la soirée. « Porte la robe bleu marine », avait-il dit sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Elisa, s'il te plaît, essaie de ne pas trop parler ce soir. Ce sont des gens importants. » J'ai porté la robe bleu marine. Je faisais toujours ce qu'il fallait pour préserver la paix. Une fois dans la salle de bal, Richard s'est transformé comme il le faisait toujours dans ces moments-là, riant trop fort aux blagues de ses collègues, jouant des coudes, arpentant la salle wie ein Mann, der une Größeres Leben verspricht. Je l'ai suivi pendant les 20 premières minutes, souriant lorsqu'il me présentait, ce qui arrivait rarement. La plupart du temps, je me tenais près de la table des amuse-bouches avec un verre de vin blanc, sans vraiment boire, en regardant mon mari faire son spectacle. À un moment donné, il m'a pris à part, serrant fermement mon bras, sa voix basse et tranchante près de mon oreille. « Ne me fais pas honte, a-t-il dit. Tu restes là comme si tu ne connaissais personne. Souris un peu plus. Dis quelque chose. » Je l'ai regardé et j'ai senti la douleur familière s'installer dans ma poitrine. Celle qui était là depuis si longtemps que j'avais presque cessé de la remarquer, comme on finit par oublier le léger bourdonnement d'une vieille maison. Je n'ai pas discuté. Je ne discutais jamais. J'ai simplement hoché la tête et je suis retourné dans mon coin, le regardant rejoindre un groupe d'hommes en costume coûteux qui remarquaient à peine mon existence. Je veux que vous compreniez quelque chose sur moi avant d'aller plus loin. Je ne suis pas une femme qui se plaint facilement. J'ai grandi en croyant que les femmes discrètes étaient des femmes fortes, que ravaler sa douleur était une forme de dignité. Alors, je me tenais là, dans cette robe bleu marine, invisible par choix. Et je me disais que c'était simplement à cela que ressemblait un mariage après 18 ans. Je me suis dit beaucoup de choses fausses ce soir-là. L'atmosphère de la pièce a changé avant même que j'en comprenne la raison. Les conversations sont retombées en murmures. Les têtes se sont tournées vers l'entrée. J'ai suivi les regards et je l'ai vu, Charles Whitmore, le président lui-même. J'avais entendu Richard parler de lui constamment, toujours avec un mélange de crainte et de convoitise dans la voix, de la manière dont les hommes ambitieux parlent de celui qui détient leur avenir entre ses mains. Charles Whitmore avait 62 ans, des cheveux argentés, et une haute taille qui imposait le respect sans effort. Il se déplaçait dans la foule, serrant des mains, hochant la tête, adressant quelques mots à chacun, mais ses yeux continuaient de balayer l'assistance, cherchant quelque chose. Puis, son regard s'est posé sur moi. J'ai vu quelque chose traverser son visage que je ne parviens toujours pas à décrire pleinement. Ce n'était pas tout à fait de la reconnaissance, du moins pas au début. C'était plutôt comme un homme voyant un fantôme auquel il avait cessé de croire. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase avec quelqu'un d'autre et m'a simplement fixé à travers cette pièce bondée. J'ai senti ma peau se glacer, car je n'avais aucune idée de qui il était. Il a commencé à marcher vers moi. Pas vers Richard, ni vers personne d'autre. Vers moi. La foule s'est écartée comme elle le fait pour les hommes puissants, et je suis resté figé près de la table des amuse-bouches, mon verre de vin soudain pesant dans ma main, me demandant si j'avais commis une erreur, si j'allais me faire réprimander pour avoir existé trop bruyamment. Finalement, il s'est arrêté devant moi. De près, ses yeux étaient d'un gris pâle et humide. « C'est vous » a-t-il dit si doucement au début que j'ai failli ne pas l'entendre à cause du quatuor. Puis, il a tendu la main et a pris la mienne dans les siennes, et sa voix s'est brisée en s'élevant. « J'ai passé 20 ans à vous chercher. » Un silence de mort s'est installé autour de nous. Je le dis littéralement. Les conversations se sont tues. Le quatuor continuait de jouer, mais plus personne n'écoutait. Chaque personne présente dans cette salle de bal s'est tournée pour regarder le président de l'entreprise tenir la main d'une femme dont personne d'important n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom. J'ai cherché sur son visage quelque chose de familier, mais je n'ai rien trouvé. « Je suis désolé », ai-je dit d'une voix frêle. « Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. »
Non, a-t-il répondu en secouant la tête, serrant ma main plus fort, tandis que des larmes commençaient réellement à couler sur son visage devant tout le monde, devant les membres de son conseil d'administration. Ses cadres et ses employés. Non, je reconnaîtrai votre visage entre mille. Même après 20 ans, je vous reconnaîtrai n'importe où. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Richard debout près du bar, son verre figé à mi-chemin de sa bouche, son visage vidé de toute sa confiance habituelle. Il ressemblait à un homme qui voyait sa vision entière du monde se briser en temps réel. En restant là, sentant les larmes d'un inconnu couler sur ma main, je n'avais aucune idée que la femme que cet homme puissant recherchait était quelqu'un que j'avais moi-même presque réussi à oublier. Je me tenais là, ma main toujours prise dans la sienne, et toute la salle de bal semblait retenir son souffle, attendant que j'explique ce que je ne pouvais pas expliquer, car je ne connaissais véritablement pas cet homme. J'ai de nouveau examiné son visage, ses cheveux argentés, ses yeux pâles, les rides profondes autour de sa bouche qui suggéraient une vie de réussite mais aussi d'épreuve, et rien ne m'est venu à l'esprit. J'ai senti la panique monter dans ma gorge, ce genre de panique bien précis qui vous prend lorsque vous êtes observé par des centaines de personnes tout en vous sentant complètement perdu. Je suis désolé, ai-je répété en retirant doucement ma main. Je ne sais vraiment pas qui vous êtes. Quelque chose dans son expression s'est adouci, comme s'il s'était attendu à cela. Il a essuyé ses yeux du revers de la main, sans aucune honte de ses larmes devant toute son entreprise, ce qui m'en a appris plus sur lui à cet instant que tout ce qu'il aurait pu dire. Les hommes puissants ne pleurent généralement pas dans les salles de bal, à moins que quelque chose ne se soit brisé tout au fond d'eux. Il y a 20 ans, a-t-il dit, sa voix plus stable à présent, bien que toujours chargée d'émotion. Je rentrais chez moi de Charlotte par la route 9. Il y avait une tempête, le genre de tempête où l'on ne voit pas à 1 mètre devant ses phares. J'ai glissé sur une plaque de verglas et j'ai fait une sortie de route dans un fossé. Ma voiture a été écrasée du côté conducteur. Je ne pouvais pas ouvrir la portière. Je ne sentais plus mes jambes. J'ai senti quelque chose s'éveiller au fond de ma mémoire, lointain et flou, comme un rêve que j'aurais fait jadis sans jamais m'en souvenir tout à fait. J'avais 29 ans, a-t-il poursuivi. Nouvellement divorcé, buvant trop, roulant trop vite, car je ne me souciais guère de ce qui pouvait m'arriver cette année-là. Je pensais que j'allais mourir dans ce fossé. Et puis, il y a eu une femme. Elle roulait dans la direction opposée, a vu mes feux arrière selon un angle étrange et s'est arrêtée. Le souvenir flou dans mon esprit a commencé à prendre forme. Un restaurant routier, un double service, la pluie martelant le pare-brise de ma vieille Honda. Elle est descendue dans ce fossé sous une pluie glaciale, a-t-il raconté. En uniforme de travail, sans manteau. Et elle a forcé cette portière à main nue jusqu'à ce que ses paumes saignent. Elle m'a sorti de là. Elle a maintenu une pression sur une coupure à ma tête avec sa propre écharpe pendant tout le trajet en ambulance parce que je ne cessais de saigner et qu'elle refusait de me lâcher. À l'hôpital, elle est restée jusqu'à ce que je sois stabilisé pour l'opération. C'est grâce à elle que je me tiens dans cette pièce aujourd'hui. Madame Walker, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais 23 ans à l'époque, je travaillais de nuit dans un café-restaurant près de Charlotte pour payer mes cours à l'université publique en journée, m'accrochant encore à l'idée que ma vie allait mener quelque part. Je me suis souvenu de cette tempête. Je me suis souvenu d'une voiture pliée comme une canette de soda dans un fossé. Je me suis souvenu du son qu'il avait émis lorsque j'avais enfin réussi à ouvrir la portière, quelque part entre un sanglot et un rire. Je me suis souvenu de son sang sur mon écharpe. Je me suis souvenu être parti avant qu'il ne se réveille. Je n'avais qu'un prénom, a dit Charles. Et sa voix se faisait presque suppliante, comme s'il avait besoin que je comprenne les années de recherche derrière cet instant. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance, ai-je dit doucement. Et c'était vrai. Dans mon esprit, j'avais simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. Je n'étais pas resté pour être remercié car je ne pensais pas mériter de remerciements pour ne pas avoir ignoré un homme mourant. J'avais ma propre vie à reprendre, un service au restaurant qui se terminait à 6 heures du matin, une mère qui avait besoin d'aide pour le loyer. Jamais en 20 ans je n'avais pensé à cet homme dans le fossé autrement que comme à un inconnu que j'avais aidé lors d'une nuit ordinaire et terrible. Mais pour lui, cela avait apparemment été le pivot sur lequel toute sa vie avait tourné. Vous m'avez sauvé la vie alors que je n'avais absolument aucune raison de continuer à la vivre, a dit Charles. Et puis vous avez disparu comme si vous n'aviez jamais existé, Madame Walker. J'ai bâti cette entreprise dans les années qui ont suivi cet accident. Chaque décision que j'ai prise,
je l'ai prise en tant qu'homme qui comprenait qu'il avait reçu une seconde chance de la part d'une inconnue qui ne demandait rien en retour. Je vous ai cherché pendant 2 décennies parce que je n'ai jamais pu vous remercier correctement. Et cela m'a rongé chaque année qui passait. J'ai lentement repris conscience de la salle autour de nous, des visages qui nous fixaient, des téléphones portables qui se levaient discrètement au fond de la foule, de Richard figé près du bar avec une expression que je ne lui avais jamais vue en 18 ans de mariage, pas encore de la colère. Quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme un homme réalisant que les meubles de sa propre maison avaient été réorganisés à son insu. Je ne sais pas quoi dire, ai-je avoué à Charles. Vous n'avez rien à dire, a-t-il répondu. Et pour la première fois depuis qu'il s'était approché de moi, il a souri d'un vrai sourire, à la fois épuisé et reconnaissant. Vous avez déjà dit tout ce qu'il y avait à dire il y a 20 ans. Je n'ai simplement jamais eu la chance de l'entendre autrement que comme la gentillesse d'une inconnue. Ce soir, j'ai enfin l'occasion d'apprendre votre nom. Quelque part derrière lui, j'ai entendu quelqu'un murmurer à un collègue assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende, c'est la femme de Richard. Richard ne savait pas, je n'ai pas regardé Richard. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir son humiliation irradier à travers la salle de bal comme la chaleur s'échappant d'un trottoir en été. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti autre chose que l'envie de me faire toute petite pour le protéger. Charles Whitmore n'a pas laissé s'échapper cet instant. Certains hommes auraient dit ce qu'ils avaient à dire et se seraient retirés, embarrassés par leur propre effusion d'émotion devant une salle pleine d'employés. Charles a fait le contraire. Il s'est tourné vers la foule, gardant une main posée doucement près de mon coude, comme s'il craignait que je ne disparaisse à nouveau s'il cessait de m'ancrer dans la pièce, et il a élevé la voix pour que toute la salle de bal puisse l'entendre clairement. Je veux que tout le monde comprenne qui est cette femme, a-t-il dit. Et la salle, déjà silencieuse, a semblé se pencher un peu plus vers lui. Il y a 20 ans, avant que cette entreprise n'existe, avant que l'un de vous ne travaille ici, j'étais un homme mourant dans un fossé au bord de la route. Cette femme m'a sorti de là à main nue. Elle est montée dans l'ambulance avec moi. Elle est restée jusqu'à ce que je sois hors de danger, puis elle est partie sans me donner son nom, sans rien demander, sans jamais s'attendre à être remerciée. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu des membres du conseil d'administration échanger des regards, des employés plus jeunes sortir leur téléphone pour filmer, et sur les visages, ce genre d'admiration habituellement réservé aux célébrités, pas aux femmes fatiguées dans des robes achetées en solde. Si elle ne s'était pas arrêtée cette nuit-là, a poursuivi Charles, le groupe Whitmore n'existerait pas. Il n'y aurait pas d'emploi dans cette pièce. Il n'y aurait pas d'anniversaire à célébrer. Chaque personne ici qui a bâti une carrière, un foyer, une vie grâce à cette entreprise a une dette envers une femme dont personne parmi nous ne soupçonnait l'existence jusqu'à ce soir. J'ai senti mon visage sans pour vrai. Je n'avais pas l'habitude qu'on me regarde, encore moins ainsi, comme un objet précieux égaré et enfin retrouvé. Une partie de moi voulait s'enfoncer sous terre. Une autre partie, que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps, s'est redressée. Puis Charles s'est tourné vers Richard, et la température dans la pièce a semblé chuter d'un coup. Richard, a-t-il dit, et mon mari a tressailli au son de son propre nom. Votre femme m'a sauvé la vie, et je suis marié à l'histoire de cette nuit-là depuis 20 ans, en me demandant qui elle était. Vous êtes marié avec elle depuis 18 ans. Le saviez-vous? La bouche de Richard s'est ouverte et fermée. Je l'ai vu chercher quelque chose d'intelligent à dire, un moyen de tourner cela à son avantage pour paraître compétent, maître de la situation, l'homme qui contrôle tout. Ce qui est sorti de sa bouche à la place était faible et immédiat. Elle ne l'a jamais mentionné, a-t-il dit en forçant un rire qui a sonné creux dans le silence. Vous savez comment c'est. En 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Je suis sûr qu'elle a juste oublié d'eux. Vous ne saviez pas que votre propre femme avait sauvé la vie du président, a dit quelqu'un dans la foule, sans méchanceté, plutôt incrédule, mais les mots sont restés suspendus comme un verdict. J'ai reconnu la voix. C'était Dave Marsh, l'un des collègues de Richard de la division financière, un homme dont Richard s'était plaint pendant des années, le traitant de lèche-bot et d'arriviste. Dave ne cherchait pas à humilier Richard. Il formulait simplement à voix haute ce que tout le monde pensait tout bas. Le visage de Richard est passé par plusieurs nuances de rouge. J'avais déjà vu mon mari en colère, irrité, condescendant, mais je ne l'avais jamais vu vulnérable de cette manière. La détresse d'un homme qui a passé des années à se construire une certaine image et qui la voit se briser en moins de 5 minutes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que Lisa ne partage pas,
a-t-il dit pour tenter de se rattraper, me lançant un regard acéré, un avertissement que je connaissais bien après 18 ans de mariage, ne complique pas les choses pour moi. Elle n'aime pas vraiment être sous les projecteurs. Visiblement pas, a dit Charles. Et il y avait à présent un ton tranchant dans sa voix, subtil mais indéniable, le ton d'un homme qui avait bâti un empire en sachant décoder les gens. Ce qui rend d'autant plus remarquable le fait qu'elle n'ait jamais profité de ce qu'elle avait fait pour obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit. Ni reconnaissance, ni argent, pas même une carte de remerciement. C'est rare, Richard. C'est le genre de personne que la plupart des entreprises tueraient pour avoir dans leur couloir. Et vous l'aviez à votre table de dîner depuis 18 ans. Je suis restée silencieuse tout du long. Je n'ai pas corrigé Richard. Je ne me suis pas défendu. Je n'en avais pas besoin car pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un d'autre me voyait à ma juste valeur. Et mon silence n'était pas celui d'une femme qui s'efface. C'était le silence d'une femme enfin reconnue. Charles a fait un geste vers la table d'honneur près de la scène, là où étaient assis les dirigeants de l'entreprise. Madame Walker, me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi ce soir? J'ai passé 2 décennies à vouloir remercier digne la femme qui m'a rendu la vie. J'aimerais avoir la chance de commencer ce soir. Richard a fait un pas en avant, ajustant sa veste, supposant déjà que l'invitation s'étendait également à lui, comme cela s'était toujours produit, comme si chaque porte qui s'ouvrait pour moi dans notre mariage devenait par magie une porte qu'il franchissait en premier. Le regard de Charles s'est tourné vers lui, poli mais ferme. Madame Walker est mon invitée ce soir, a-t-il dit. Ce n'était pas cruel, simplement clair, le genre de phrase qui trace une limite sans élever la voix. J'ai regardé mon mari se tenir là devant ses collègues, devant son patron, devant tous ceux dont il avait passé sa carrière à mendier l'estime, et j'ai réalisé qu'il venait d'être discrètement et publiquement écarté. J'ai senti quelque chose de nouveau traverser ma poitrine lorsque Charles m'a offert son bras. Je l'ai pris, marchant vers la table d'honneur sous les yeux de 300 personnes. Ce n'était pas un triomphe, à proprement parler. C'était quelque chose de plus calme. C'était le sentiment d'être vu pour la première fois depuis si longtemps, et de réaliser à quel point cela m'avait manqué sans que je me l'avoue jamais. Assise à cette table d'honneur, entourée d'une vaisselle en porcelaine que je ne me serais jamais achetée, au milieu de conversations auxquelles je ne savais pas comment participer, j'ai senti mon esprit dériver vers mes 18 ans de mariage. Essayant de comprendre comment j'étais devenue une femme que personne à cette table, y compris son propre mari, ne connaissait réellement. J'ai rencontré Richard à 25 ans, 2 ans après cette nuit sur la route 9. Il était déjà ambitieux, gravissant les premiers échelons d'une entreprise de logistique de taille moyenne, beau d'une manière un peu dure, le genre d'homme qui vous faisait vous sentir élu lorsqu'il vous regardait et invisible quand il détournait les yeux. J'ai confondu son intensité avec de la profondeur. J'ai pris son besoin de contrôle pour de la force. J'étais si jeune et si fatigué par des années de double service pour joindre les 2 bouts que d'être choisi par quelqu'un qui semblait si sûr de l'avenir m'a semblé être un soulagement. Cela ne s'est pas fait d'un coup. S'effacer, c'est la partie que les gens ne comprennent pas dans les mariages women aiment. Richard ne s'est jamais assis en face de moi pour me dire de disparaître. C'était plutôt une érosion lente, patiente, étalée sur des années. Au début, quand j'évoquais l'envie de terminer mes études, il souriait et disait que nous n'avions pas les moyens pour le moment, pas avec sa carrière qui décollait. Et n'était-il pas plus important que l'un de nous se consacre au foyer? Quand je m'enthousiasmais pour un travail à temps partiel dans une association locale, il me demandait ce que les gens allaient penser d'une femme portant son nom travaillant à des horaires de commerce. Quand je prenais la parole lors de dîner, donnais mon avis lors d'un barbecue ou riais trop fort à mes propres plaisanteries, j'avais droit à ce regard. Ce regard réprobateur en privé qui me signifiait que je lui avais encore fait honte. Tu n'es tout simplement pas faite pour le monde de l'entreprise, Lisa, m'avait-il dit un jour, il y a des années, alors que je lui demandais de postuler pour un poste administratif dans sa société. Certaines personnes sont faites pour ce milieu. Toi, tu es plus douée pour les tâches ménagères. Je l'ai cru. C'est la partie qui fait encore mal aujourd'hui, assise à cette table d'honneur, 20 ans plus tard. Je l'ai cru pendant si longtemps que j'ai cessé de chercher à savoir si c'était vrai. Je n'avais jamais parlé à Richard de l'homme dans le fossé parce que, honnêtement, il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela importait. Pour moi, cela avait été une nuit parmi des milliers d'autres. Un instinct suivi, un inconnu secouru au rien de plus remarquable que de s'arrêter pour aider quelqu'un à changer un pneu crevé. Je n'avais pas occulté ce souvenir par honte ou traumatisme,
je l'avais simplement classé parmi les choses sans importance, car on ne m'avait jamais appris que mes actions comptaient assez pour être gardées en mémoire. Charles, assis à mes côtés, a semblé deviner où mes pensées s'égaraient. Et s'est légèrement penché vers moi, sa voix réglée juste pour moi sous le brouhaha de la pièce. Je suis retourné à cet hôpital 3 fois au fil des ans, a-t-il dit. J'ai parlé à des infirmières qui se souvenaient à peine de cette nuit-là. J'ai engagé un détective à la trentaine, quand j'ai enfin eu l'argent pour le faire correctement. Il n'a rien trouvé. Pas de nom de famille, pas d'adresse, juste Lisa et une description qui aurait pu correspondre à 1 millier de femmes. Je ne savais pas que quelqu'un me cherchait, ai-je dit doucement. J'ai gardé l'écharpe, a-t-il confié, et sa voix s'est légèrement fêlée sur ces mots. Celle que vous avez utilisée pour ma tête. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais jetée. Elle est dans un tiroir de mon bureau depuis 20 ans. Cette chose ridicule et sentimentale, un homme mûr gardant une écharpe tachée de sang, parce que c'était la seule preuve que j'avais que vous étiez réel, et non une chose imaginée alors que j'étais à moitié conscient et terrifié. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il n'y a pas de réponse bien formulée lorsqu'on apprend qu'un inconnu a érigé un sanctuaire autour de votre gentillesse alors que vous aviez complètement oublié son visage. Je veux être honnête avec vous, a continué Charles, encore plus bas, jetant un bref coup d'œil vers l'endroit où Richard était assis, 2 tables plus loin, rigide et nous observant comme un homme essayant de lire sur les lèvres. Ce n'était pas seulement de la gratitude qui me poussait à chercher. Durant ces mois de convalescence, en pensant à la femme qui m'avait sauvé avant de s'évanouir dans la nature. C'est devenu plus que de simples remerciements. J'ai construit toute une image de vous dans mon esprit. Une version probablement biaisée, trop parfaite, trop idéalisée. Je me disais que si je vous retrouvais un jour, je vous dirais simplement merci et vous laisserai continuer votre vie. Il s'est interrompu, et je l'ai vu peser le pour et le contre avant de dire la suite. Mais en étant assis ici ce soir, en voyant la façon dont votre mari parlait de vous, en voyant comment cette salle a réagi en découvrant qui vous êtes réellement, je ne pense pas que la femme que j'imaginais était idéalisée. Je pense qu'elle était exactement fidèle à la réalité. Et je pense qu'elle est restée assise dans des pièces comme celle-ci pendant des années sans que personne ne la remarque. J'ai senti la chaleur me monter au visage, pas vraiment par flatterie, mais à cause de cet étrange vertige d'être véritablement vu par quelqu'un, après avoir été simplement toléré pendant si longtemps. J'ai jeté un coup d'œil à l'autre bout de la pièce vers Richard, qui nous observait avec une expression que je reconnaissais entre mille, la mâchoire serrée, une colère contenue bouillonnant sous une surface impassible. Il détestait cela. Il détestait que je sois au centre de quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni minimiser. Pour ce que ça vaut, ai-je dit à Charles, je ne regrette pas de n'avoir rien dit à personne. Je ne l'ai pas fait pour qu'on me retrouve. Je l'ai fait parce que vous aviez besoin d'aide et que j'étais là. Je sais, a-t-il dit en souriant, l'épuisement sur son visage s'adoucissant enfin pour laisser place à de la douceur. C'est exactement pour cela que cela avait tant d'importance. À table, une femme du conseil d'administration s'est penchée vers moi et m'a demandé gentiment ce que je faisais comme travail ces temps-ci, s'attendant manifestement à une réponse impressionnante digne de l'histoire qu'elle venait d'entendre. J'ai ouvert la bouche pour dire que je ne travaillais pas, que je n'avais pas travaillé depuis des années, que Richard avait toujours dit qu'un seul revenu suffisait tant que tout tournait bien à la maison, et j'ai senti la vieille honte me monter à la gorge. Puis je me suis arrêté. J'ai regardé Charles, cette écharpe gardée dans un tiroir pendant 20 ans, cette certitude qu'il avait eue que je valais la peine d'être cherché. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de tronquer la vérité pour la rendre plus confortable pour les autres. Le gala s'est terminé vers 23 heures. Le temps que je récupère mon manteau, Richard attendait déjà près de l'ascenseur du parking, les bras croisés, la mâchoire serrée de cette façon que j'avais appris à décoder en 18 ans comme un bulletin météo. Je savais, avant même qu'il n'ouvre la bouche, que la tempête s'était accumulée toute la soirée et que j'allais droit au-devant d'elle. À peine les portes de l'ascenseur fermées, il n'a pas attendu que nous soyons à l'écart. « C'était quoi ce bordel » a-t-il lancé, d'une voix basse mais tranchante, qui résonnait contre les murs en béton du parking. « Tu ne pouvais pas mentionner que tu connaissais Charles Whitmore ? 18 ans de mariage et tu as. Quoi, juste oublié de me dire que tu avais sauvé la vie de mon patron ? Je ne savais pas qu'il était ton patron, ai-je répondu. Je ne savais même pas son nom de famille avant ce soir, Richard. J'ai trouvé un homme dans un fossé. Je n'ai pas gardé cette histoire de côté pour m'en servir plus tard. Tu m'as fait passer pour un idiot devant toute l'entreprise.
Il a appuyé de nouveau sur le bouton de l'ascenseur, bien qu'il soit déjà allumé ou une habitude chez lui lorsqu'il avait besoin d'occuper ses mains. Est-ce que tu te rends compte de ce que les gens vont dire lundi? Que je ne connais même pas ma propre femme. Qu'elle cachait des liens avec le président depuis le début. Je ne cachais rien, ai-je rétorqué, et j'ai décelé dans ma propre voix une assurance qui m'a surprise, une fermeté absente de nos anciennes disputes. J'ai aidé un inconnu parce qu'il avait besoin d'aide. C'est tout ce que c'était, jusqu'à ce soir. Il n'écoutait pas. Il n'écoutait presque jamais dans ces moments-là, trop occupé à échafauder sa version des faits où il tenait le rôle de la victime. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence et à l'instant où les portières se sont fermées, il a recommencé, plus doucement cette fois, mais d'un ton encore plus acerbe. « Tu m'as fait honte ce soir », a-t-il dit. Rester là à le laisser te tenir la main, laisser toute la salle regarder, laisser Dave Marsh dire cette remarque sur le fait que je ne connais pas ma propre femme. Est-ce que ça t'a plu? C'était ça? Une sorte de spectacle? Tu m'as dit de ne pas te faire honte avant même que nous n'entrions, ai-je répondu. Tu m'as dit de sourire plus, de parler moins, de me faire petite. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, Richard. Je suis resté dans un coin sans rien dire. C'est Charles Whitmore qui a traversé cette pièce et a tout changé, pas moi. Ne joue pas les innocentes. Ses mains se sont crispées sur le volant alors qu'il sortait du garage, les phares balayant le béton vide. Un homme comme lui ne s'émeut pas pour une simple serveuse d'il y a 20 ans, à moins qu'il n'y ait eu autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit-là, Lisa? Qu'est-ce que tu me caches? L'accusation est tombée comme une gifle, d'autant plus hideuse qu'il l'avait formulée avec détachement, comme s'il pensait simplement à voix haute au lieu d'accuser sa femme d'une bassesse dans un parking à 11 heures du soir. J'ai senti quelque chose de vieux et de fatigué en moi céder enfin, le tout dernier fil d'une corde que je tenais depuis des années. Tu avais honte de moi avant même que quiconque dans cette pièce ne sache mon nom, ai-je dit en me tournant pour le regarder en face. Tu as honte de moi depuis des années, Richard. De ma façon de m'habiller, de ma façon de parler, du fait que je n'ai jamais fini mes études parce que tu m'as dit qu'on n'en avait pas les moyens. Tu as construit une vie où j'existais pour te mettre en valeur dans les réceptions et disparaître le reste du temps. Et maintenant tu es furieux parce que, le temps d'une soirée, j'ai compté plus que toi. Il n'a pas répondu à cela. Au lieu de cela, sa voix est devenue plus froide, plus calculée. Tu ferais bien de faire attention, a-t-il dit. Si cela tourne au scandale, si les gens commencent à parler, cela aura des répercussions sur ma carrière. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Si tu en fais plus que ce que c'est, tu vas le regretter. J'ai regardé par la vitre les lumières de la ville défiler et je n'ai plus dit un mot du reste du trajet. J'avais appris en 18 ans qu'il n'y avait aucune version de cette dispute où le fait d'avoir raison me protégeait des conséquences d'avoir une opinion. Je me suis couché cette nuit-là avec sa menace toujours suspendue entre nous, et je n'ai pas beaucoup dormi. Le lundi matin, tout a de nouveau changé, mais pas de la manière que Richard redoutait. Il a été convoqué aux ressources humaines avant 9 heures. Je n'ai appris les détails que plus tard, en reconstituant les pièces d'un coup de téléphone qu'il a passé ce soir-là, sa voix crispée par une panique que je ne lui avais jamais connue. Il s'est avéré que Charles Whitmore avait fait bien plus que s'asseoir à mes côtés à la table d'honneur le vendredi soir. Une fois que sa curiosité concernant la femme qui lui avait sauvé la vie l'eut ramené dans les dossiers de sa propre entreprise, et a commencé à poser des questions discrètes de celles que posent les hommes puissants lorsque quelque chose leur semble anormal. Ce qui est remonté à la surface n'était pas beau à voir. Richard s'était attribué, sur plusieurs années, le mérite d'un projet de réduction des coûts proposé par un analyste junior, ce qui lui avait valu sa dernière promotion. Il avait gonflé ses notes de frais lors de 2 déplacements régionaux. Il avait utilisé des photos de notre maison, et de moi souriante lors d'un pique-nique d'entreprise il y a des années dans une robe d'été que je ne me rappelais même pas avoir choisie. Pour un portrait dans le journal interne qui le dépeignait comme un père de famille dévoué bâtissant le rêve américain, tout cela en me répétant en privé que je lui faisais honte. Charles n'avait pas ordonné cette enquête par jalousie ou par ressentiment personnel envers moi. Ce n'était pas son genre, j'allais finir par le comprendre. Il s'était simplement mis à observer de près l'homme dont l'épouse avait, discrètement et sans jamais rien demander, changé le cours de sa vie. Ce qu'il a découvert n'avait pas besoin de mon aide pour s'avérer accablant. Richard a parlé de chasse aux sorcières. Il a parlé de représailles. Il a employé tous les mots sauf celui qui convenait, la vérité qui rattrapait un homme ayant passé des années à croire que personne n'était assez attentif pour s'en rendre compte.
3 semaines se sont écoulées avant que je ne revoie Charles Whitmore, loin de l'effervescence de cette soirée de gala. Il a téléphoné le premier, ce que j'ai apprécié plus qu'il ne le pensait probablement, me demandant si j'accepterais de prendre un café avec lui. Pas de programme précis, juste l'occasion de parler sans 300 paires d'yeux braqués sur nous. J'ai choisi un petit endroit en centre-ville, pas l'un des cafés chics près de ses bureaux, car je voulais un lieu où je pourrais encore me reconnaître dans le miroir derrière le comptoir. Il était déjà là quand je suis arrivé. Pas d'entourage, pas d'assistant le suivant avec une tablette, juste un homme à l'air fatigué dans un pull gris qui s'est levé un peu trop vite en me voyant, comme s'il était nerveux. C'était étrange de le voir ainsi, dépouillé de la salle de bal et des projecteurs. Juste un être humain. Merci d'être venu, a-t-il dit en tirant ma chaise avant que je ne puisse le faire moi-même, une vieille habitude qu'il devait avoir bien avant d'être assez riche pour que cela paraisse étudié. Je voulais m'excuser auprès de vous. De quoi, ai-je demandé, sincèrement confuse. Dans mon esprit, il était la seule personne de toute cette soirée qui n'avait rien à se faire pardonner. D'avoir bouleversé votre vie, a-t-il répondu, serrant sa tasse de café à deux mains comme s'il avait besoin de canaliser son énergie nerveuse. J'y pense sans arrêt depuis cette nuit-là. Je suis entré dans cette salle de bal en quête d'une conclusion que j'attendais depuis 20 ans, et je l'ai obtenue de la pire des manières sous les yeux de votre mari, devant ses collègues. Je n'ai pas pensé à ce que ce moment vous coûterait une fois rentré chez vous. Vous ne m'avez rien coûté que je n'étais déjà en train de perdre lentement depuis des années, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Vous l'avez simplement rendu visible. Il m'a regardé un long moment, et je l'ai vu prendre une décision, pesant soigneusement ce qu'il allait dire ensuite. Je veux être clair sur une chose, a-t-il poursuivi. Je ne suis pas là pour vous arracher à votre mariage. Je ne me servirai de rien ni de mon statut, ni de l'enquête, de rien du tout pour vous forcer à vous sentir redevable envers moi. Ce n'est pas ce que je veux être pour vous. J'ai passé 20 ans à vous voir comme une idée, quelqu'un à qui je devais la vie. Je ne veux pas passer les 20 prochaines années à vous donner l'impression d'être prisonnière de cette dette. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une tension que je ne m'étais pas rendu compte de porter depuis le moment où il avait prononcé mon nom dans cette salle de bal, la peur que la gratitude ne se transforme en quelque chose qui exige un remboursement. Il y a 20 ans, a-t-il poursuivi plus bas, vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, je veux simplement que vous arrêtiez de perdre la vôtre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai remué mon café, bien que je n'y ai rien ajouté qui nécessite d'être mélangé, pour gagner du temps. Car la vérité était que je me posais une version de cette même question chaque nuit depuis le gala, allongé éveillé à côté d'un homme qui avait passé le trajet du retour à me menacer plutôt qu'à me réconforter. Qu'était devenue ma vie, exactement? J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais pris une décision simplement par envie, non pour calmer l'humeur de Richard ou préserver une paix fragile dans notre foyer. Je n'en ai pas trouvé, pas depuis des mois, peut-être pas depuis des années. Je m'étais moulé dans une forme qui s'intégrait parfaitement dans les recoins de sa vie. Et quelque part en chemin, j'avais cessé de remarquer qu'il y avait, sous cette forme, une femme qui avait autrefois des désirs. Richard a essayé, à sa manière, au cours de ces mêmes semaines, de recoller les morceaux. Il est rentré un soir avec des fleurs, des excuses déjà prêtes sur les lèvres avant même d'avoir posé ses clés. J'ai eu tellement de pression au travail, a-t-il dit, debout dans notre cuisine, les fleurs tendues comme un bouclier. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu sais bien que je ne pense pas vraiment que tu aies fait quoi que ce soit de mal cette nuit-là. J'ai regardé les fleurs des œillets bon marché de supermarché, le genre de fleurs qu'on achète à la hâte pour réparer quelque chose plutôt que par véritable regret de l'avoir brisé. J'ai repensé au parking, à sa voix froide et accusatrice, à la menace enveloppée d'un avertissement sur mon comportement qui nuisait à sa carrière. Est-ce parce que tu t'inquiètes pour moi? Ai-je demandé. Ou parce que tu t'inquiètes de ce qui va arriver à ton travail maintenant que l'enquête a commencé? Il n'a pas répondu assez vite. Cela m'a tout dit. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé en moi pendant ces 3 semaines, car cela n'a rien eu de spectaculaire. Pas de la manière dont les gens imaginent ces tournants de la vie. Il n'y a pas eu un unique moment de clarté, pas de révélation soudaine. C'était plus lent que cela, semblable à un réveil progressif après un long sommeil, prenant conscience centimètre par centimètre de l'étroitesse de la pièce dans laquelle je vivais. J'ai commencé à me rappeler des facettes de moi que j'avais laissées s'endormir. Que j'aimais dessiner de vrais croquis au crayon dont je remplissais des carnets avant que Richard ne décrète que c'était une perte de temps. Que j'avais autrefois des opinions sur la politique,
sur les livres, sur le monde, et que je les partageais à voix haute avant d'apprendre que s'exprimer coûtait plus cher que de se taire. J'ai commencé à me rappeler que la femme qui était descendue dans un fossé sous la tempête pour sauver un inconnu avait été courageuse, véritablement courageuse, et que ce courage n'avait pas disparu. Il avait simplement été enfoui sous des années passées à s'entendre dire de se faire plus petite. La nuit où j'ai enfin pris ma décision, Richard est rentré tard d'une réunion avec les RH, le visage gris, la voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et m'a dit, sans oser me regarder en face, qu'il risquait un blâme officiel, voire un licenciement, selon ce que l'enquête révélerait sur les notes de frais et le projet de l'analyste. « J'ai besoin que tu sois de mon côté en ce moment », a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive, j'ai besoin que les gens voient que notre mariage est solide, que cela ne nous a pas brisés. » J'ai compris, enfin et totalement, que même dans son pire moment, il me demandait encore de jouer un rôle pour lui, de n'être que l'accessoire destiné à rendre sa vie acceptable aux yeux des spectateurs. Je me hâte levé, je suis allé vers ma boîte à bijoux et j'ai sorti mon alliance. Je l'ai posée sur la table entre nous, l'or captant la lumière de la cuisine. 18 ans réduit à un seul geste silencieux. « Je ne t'ai pas fait honte, Richard, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé une seule fois. Je t'ai démasqué. Ce sont deux choses bien différentes, et je pense qu'au fond de toi, tu as toujours fait la différence. » Je l'ai laissé assis là, à table, fixant la bague, et pour la première fois depuis des années, j'ai monté les escaliers vers notre chambre avec le sentiment que l'air autour de moi était devenu plus respirable. Je ne me suis pas jeté dans les bras de Charles Whitmore la semaine où j'ai quitté Richard. Je veux être clair là-dessus, car cela aurait été l'histoire facile à raconter, le dénouement idéal pour tout ce qui s'était passé. Au lieu de cela, j'ai emménagé dans un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville, le genre d'appartement avec des meubles d'occasion et un robinet de cuisine qui fuit que j'ai réparé moi-même grâce à un tutoriel vidéo et plus de patience que de compétences. J'avais besoin, plus que tout, de découvrir qui j'étais quand personne ne me demandait de m'effacer. Le divorce a mis 4 mois à être prononcé. Richard ne s'est pas beaucoup battu, ce qui m'a surprise jusqu'à ce que j'en comprenne la raison. Il était trop accaparé par sa propre chute au travail pour consacrer de l'énergie à la nôtre. L'enquête interne a confirmé ce que Charles soupçonnait, les notes de frais gonflées, le crédit usurpé pour un travail qui n'était pas le sien, et Richard a été démis de ses fonctions de direction. Relégué à un poste subalterne avec un bureau plus petit et un auditoire bien plus restreint pour son charme. Il n'a pas été détruit. Je tiens à le dire clairement car je n'ai jamais voulu sa ruine, seulement la vérité. Il a gardé son travail, son salaire, sa fierté blessée mais intacte. Il a simplement dû vivre, enfin, avec les conséquences d'années passées à croire que personne d'important ne prêtait attention à ce qu'il était réellement. Je l'ai revu une dernière fois au tribunal pour signer nos papiers de divorce. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. « J'espère que tu es heureuse », a-t-il dit. Et je n'ai pas su s'il s'agissait d'amertume ou de quelque chose d'un peu plus sincère. Je lui ai dit que j'espérais la même chose pour lui, et je le pensais, car garder de la rancœur envers un homme qui n'avait plus aucun pouvoir sur mes journées me semblait être un gâchis de cette liberté pour laquelle j'avais tant lutté. Charles est resté des semaines sans m'appeler durant ces mois-là, respectant la distance dont j'avais visiblement besoin, même s'il m'a envoyé une carte lorsque le divorce a été prononcé au simple et chaleureuse, sans aucune pression sous-entendue. À la place, nos chemins se sont croisés lentement, naturellement, par le biais de quelque chose d'inattendu. Il m'a invité à visiter une fondation que son entreprise finançait discrètement depuis des années, un programme d'accompagnement pour les femmes qui se reconstruisent après avoir quitté un mariage toxique ou abusif, offrant des formations professionnelles, une aide au logement temporaire. Et une chose dont j'ai réalisé avoir tout autant besoin que les autres, une communauté de femmes qui comprenaient exactement ce qu'il en coûtait de se faire petite pour le confort d'un autre. J'ai hésité lorsqu'il m'a suggéré de m'investir au-delà de simples visites. Faire du bénévolat était une chose, assumer un véritable rôle revenait à admettre que j'étais prête à être vue de nouveau, d'une manière en laquelle je n'avais pas encore totalement confiance. Mais arpenter ces couloirs, rencontrer des femmes de 30, 50 ou 60 ans qui réapprenaient tout à faire confiance à leur propre voix, ressemblait moins à de la charité qu'à une forme de renaissance. J'ai dit oui. J'ai commencé modestement, en aidant à organiser des ateliers, en partageant des fragments de mon histoire quand cela me semblait juste sans jamais me mettre en scène. Simplement en l'offrant avec sincérité à des femmes qui avaient besoin d'entendre que recommencer à 0 à 43 ans n'était pas une tragédie. C'était un commencement.
en l'espace d'un an, je prenais régulièrement la parole lors des événements de la Fondation, ma vieille peur d'occuper de l'espace étant lentement et délibérément remplacée par quelque chose de plus solide. Charles et moi avons construit notre relation avec la même lenteur. Sans hâte, sans grand geste au-delà de celui du gala, qui avait honnêtement suffi pour toute une vie. Nous dînions de temps en temps. Nous nous parlions au téléphone certains soirs de choses sans importance ou de livres, de météo et des détails du quotidien, ce qui s'apparentait à un luxe inouï après 18 ans de conversation qui n'étaient en réalité que des séances de flatterie pour l'ego de Richard. Charles ne m'a jamais fait sentir que je lui devais quoi que ce soit pour cette nuit-là sur la route 9. Et quelque part dans cette patience, quelque chose de réel a grandi entre nous, sans précipitation et avec sincérité. 9 mois après le gala, la Fondation a organisé son dîner caritatif annuel, le même genre de grande salle de bal que celle où toute cette histoire avait commencé, mais cette fois, je ne me cachais pas dans un coin dans une robe bleu marine de fin de série. Je me tenais à la tribune dans une robe vert foncé choisie entièrement pour moi-même, contemplant une pièce remplie de gens venus soutenir des femmes exactement comme celles que j'étais autrefois. J'ai aperçu Charles au premier rang avant de commencer à parler, son regard ancré dans le mien, fier d'une manière qui ne ressemblait pas à de la possession, mais à de la joie pure de voir quelqu'un s'épanouir pleinement. Pendant des années, ai-je dit à l'Assemblée, ma voix résonnant claire et sans trembler dans le micro, j'ai pensé que se taire était synonyme de force. J'ai pensé que s'effacer un peu plus chaque année était le prix à payer pour préserver un foyer. Il a fallu qu'un inconnu d'il y a 20 ans réapparaisse dans ma vie pour me rappeler que la femme qui était descendue dans un fossé sous la tempête pour sauver quelqu'un n'avait jamais disparu. Elle attendait simplement la permission de revenir. Mais parfois, la véritable force ne consiste pas à se taire pour garder la paix. Parfois, la force consiste à laisser enfin le monde entendre votre nom. Les applaudissements qui ont suivi ont ressemblé moins à des louanges qu'à un élan de communion, des dizaines de femmes hochant la tête dans la salle parce qu'elles comprenaient exactement ce qu'il m'avait fallu surmonter pour prononcer ces mots à haute voix. Après coup, Charles m'a retrouvé au bord de la salle, 2 coupes de champagne à la main, et m'en a tendu une avec un petit sourire timide mais plein d'espoir. « Accepteriez-vous de dîner avec moi un de ces jours ?» a-t-il demandé. « Non pas parce que vous m'avez sauvé la vie il y a 20 ans, mais parce que j'aimerais simplement vous connaître aujourd'hui, tel que vous avez choisi de devenir. » Je l'ai regardé, cet homme qui avait attendu 2 décennies, puis qui avait patienté à nouveau pour que je retrouve le chemin vers moi-même, et j'ai senti une douce chaleur m'envahir la poitrine, une sensation qui n'avait rien à voir avec une quelconque dette ou un sauvetage. Cette fois-ci, ai-je répondu dans un sourire, vous n'avez plus besoin de me chercher. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, j'adorerais savoir de quel endroit du monde vous nous suivez ce soir. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que chaque femme discrète mérite d'être enfin vue, cliquez sur s'abonner, car nous avons encore de nombreuses histoires comme celle de Lisa à vous raconter et je ne voudrais pas que vous en manquiez une seule.